Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Macky Sall engage son gouvernement à arrêter le pas sur la révision de la concession de l'autoroute et la révision de ses tarifs. C'était ce matin lors de la levée des couleurs au Palais de la République. Pendant ce temps, le collectif contre les abus de l'autoroute à péage annonce une saisine du procureur pour tirer au clair le contrat entre l'État et Eiffage. Le collectif des habitants des immeubles des HLM Maris assiège les locaux du ministère du Renouveau urbain, du cadre de vie. Ses camarades, ses membres plutôt, réclament la reconstruction de leurs immeubles qu'ils attendent depuis 14 ans. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé se radicalise. Elle va entamer son troisième plan d'action avec dès ce mardi une grève de 72 heures. Elle exige le respect des accords signés avec l'État du Sénégal, entre autres. Et puis en politique, l'ancien magistrat Ibrahima Amidou Dème lance son mouvement politique Ensemble. Ousmane Sonko, pendant ce temps qui était à Ziguinchor, rejette l'appel du chef de l'État pour une participation aux concertations sur la gestion des ressources naturelles. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République pour une révision des tarifs du péage. Macky Sall s'exprimait ce matin lors de la cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Il est également revenu sur l'accident qui a entraîné la mort de Papis Diallo de Gelongal. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la RTS. Je voudrais, suite à l'accident mortel de l'artiste Papis Gelongal sur l'autoroute, présenter d'abord mes condoléances à la famille de la victime, et les condoléances de la nation, au monde de la culture, et dire que nous sommes interpellés sur la nécessité absolue de sécuriser le parcours de l'autoroute à péage. Des grillages ont été faits pour assurer l'étanchéité de la voie. Il faut absolument que cela soit le cas. Il n'est pas possible de laisser des animaux pouvoir transpercer le dispositif de sécurité. Et cela, j'engage le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que pareil accident ne puisse plus se reproduire sur l'autoroute à péage. J'engage par ailleurs le gouvernement à hâter le pas sur la révision de la concession de l'autoroute et sur la nécessité de la révision tarifaire sur l'ensemble du tronçon qui ira bientôt jusqu'à Thiès, Mbour et Touba. Le collectif contre les abus de l'autoroute à péage se met en place. L'un des initiateurs, l'ancien député Cheikh Oumar Sy, annonce la saisine du procureur de la République pour tirer au clair le contrat entre l'État et Eiffage. Mambiram Diouf. Rien. Il porte le combat, Cheikh Oumar Sy, en compagnie d'autres personnes engagées, comme lui, dit-il, dans le collectif pour défendre les usagers de l'autoroute à péage. Il regrette la série d'accidents mortels enregistrés sur le parcours depuis qu'il est opérationnel et s'incline devant la mémoire des disparus. Je présente mes condoléances à la famille de Papis Gelongal parce que suite à ce décès, et de prier pour le repos de son âme. Et aujourd'hui, ça a été dur pour beaucoup de Sénégalais. Il n'est pas le seul. Il y a Gora Thiam en 2015. Il a subi le même sort et aujourd'hui, Eiffage s'en est sorti en disant qu'ils n'ont pas, ce n'est pas de leur responsabilité. Défaut d'éclairage, insécurité, prix du péage jugé trop élevé, autant de problèmes qui perdurent, ajoute-t-il. C'est vrai, on ne peut pas éclairer toute l'autoroute, mais sur les axes les plus dangereux, l'État et Eiffage, ils ont pour devoir vraiment de sécuriser ces axes-là et empêcher les vaches de se promener à tout va sur l'autoroute à péage. Amul sécurité, ba paré chaque jour agression ya nga fa yépp nga fa. Toujours ñu fay jankonté ak ay problèmes. Dans cette affaire, le procureur sera saisi. Nous souhaitons quand même dans notre feuille de route saisir le procureur de la République, c'est qu'on puisse situer les responsabilités des deux parties et de publier le rapport pour qu'on sache qu'est-ce que les contrats entre l'État du Sénégal, le contrat de PPP entre l'État du Sénégal et Eiffage. Il faut le rappeler, c'est les Sénégalais qui ont investi 75% de leurs ressources et de leurs impôts pour la construction de cet ouvrage-là et Eiffage l'a complété à 25%. Et il en a la concession pour 30 ans, ce qui quand même, c'est beaucoup. L'insécurité est aussi visible au niveau de la VDN, tout comme sur d'autres axes.
relève cet automobiliste. C'est vrai que l'autoroute à péage est grave, mais même de pompiers, de Padoua, mais ce n'est pas éclairé. Et là, c'est mauvais vraiment pour les automobilistes. Parce qu'il cause d'accidents graves. Là. On ne peut pas être effectivement dans un pays, surtout dans une grande ville comme Dakar, la capitale, on trouve des rues qui ne sont pas éclairées. Et là, vraiment, je dis que nous sommes surtout au niveau autoroute péage. Ça suffit, Cheikh Oumar Sy, engagé dans ce combat, veut que la sécurité soit garantie au niveau du péage. Mambiram Diouf, des discussions sont en cours avec les autorités pour l'éclairage de l'autoroute à péage après l'accident survenu sur l'infrastructure. L'information est donnée par le directeur général des opérations de l'autoroute, Didier Payerne, regrette par ailleurs l'incivisme de certains face au dispositif sécuritaire de l'infrastructure routière. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Ibrahim Khan. D'ailleurs, qui est sur le tapis, qui est apparu avant l'accident. Bon, l'accident a peut-être fait qu'on en parle un petit peu plus, mais nous avons été saisis par le président de la République qui souhaite de l'éclairage, qui a, je crois, réitéré il y a peu de temps sa volonté de mettre de l'éclairage sur l'autoroute. Donc des discussions sont en cours et je pense que dans un avenir proche, l'autoroute sera équipée en éclairage photovoltaïque d'ailleurs. Enfin, des actions sont prises, on inspecte régulièrement le grillage parce qu'il faut savoir que l'autoroute doit être imperméable aux entrées de bétail notamment, ou aux traversées de piétons. Alors après, effectivement, l'origine du problème, elle est en dehors de l'autoroute. Et là, on rentre dans un problème de sécurité publique, on rentre dans un problème de comportement d'un piéton qui, d'abord, en découpant le grillage, vient dégrader un bien public. Je voudrais juste rétablir une petite vérité, c'est que l'autoroute, elle n'est pas privée, cette autoroute. L'autoroute, elle est publique, pardon, elle appartient aux Sénégalais et nous sommes, je dirais, détenteurs du droit de la gérer. Donc déjà, comme je disais, il y a une dégradation du bon public et puis il y a une mise en danger. Déjà mise en danger de la personne, le piéton lui-même, et mise en danger des conducteurs qui pourraient avoir un accident de ce fait-là. Pour la divagation des animaux et pour les troupeaux dont vous me parlez tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Je crois même qu'il y a une règle qui est tout à fait claire au Sénégal qui veut que cette divagation des animaux soit illégale. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose contre laquelle on se bat tous les jours. Je sors de la PIX et de la primature là il y a quelques instants. On a réfléchi encore, on a décidé quelques actions, on va notamment renforcer la communication et je dirais que je donne rendez-vous à vous en particulier et à tout le monde en général dans une semaine, disons, pour voir un petit peu quelles nouvelles mesures on est capable de mettre en place face à cette situation. L'autoroute à péage doit être en endroit sécurisé et l'État du Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités. C'est du moins l'avis de la nouvelle coalition pour une alternative démocratique. Abdoulaye Baldé et compagnie regrettent par ailleurs la disparition de Papis Diallo de Gelongal. Je vous propose de l'écouter, lui, Abdoulaye Baldé, interrogé par Pape Faraning et Younous Diatta. Ce qui passe sur l'autoroute à péage est quelque chose d'intolérable, d'inacceptable. Nous ne pouvons pas mettre en place. Cette infrastructure a été conçue et financée par l'État du Sénégal, mise en concession pour une société privée qui l'exploite, qui gagne chaque jour de l'argent sur le dos du contribuable. Il est évident qu'il est de sa responsabilité, de la responsabilité du gouvernement, de mettre les usagers dans les meilleures conditions. Et ça, c'est une exigence que nous, en tout cas, au sein de notre coalition, nous faisons. Il faut que le plus rapidement possible. Moi-même, j'étais victime de cette autoroute. J'ai fait un accident quasi mortel sur cette autoroute. Et jusqu'à présent, nous avons tiré la sonnette d'alarme, il n'y a aucune solution. Donc les problèmes sécuritaires sont des problèmes fondamentaux, c'est des problèmes qui engagent la vie des Sénégalais, c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'on ne doit pas badiner et sur lesquels aussi un consensus national doit se construire. Autre aspect de l'actualité, le collectif des habitants des immeubles des HLM Maris a assiégé ce matin les locaux du ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie avec des brassards rouges. Le collectif dit en avoir marre d'attendre la reconstruction de leurs immeubles depuis 14 ans. Une matinée tendue, mais finalement, le ministre Diène Farbassar a reçu 2 d'entre eux. On suit ce reportage signé Al-Hassan Ba et Abdoulaye Diallo. Ils ont mis en place une stratégie mûrement réfléchie, assiéger les locaux du ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie.
les nerfs tendus, signe d'une longue attente. Finalement, le ministre Diène Farba Sarr reçoit 2 d'entre eux. Le collectif des habitants des immeubles des HLM Mariste préfère le projet des Chinois. Quand a pris le relais, il a continué à négocier avec les Chinois. Il a signé des contrats avec les Chinois. Il est allé leur rendre visite 2 fois en Chine. Alors aujourd'hui, au bout, quand il a terminé tout le travail bouclé, que les Chinois fassent leur contrat, l'État dit que le projet est trop lourd. Pourquoi au commencement, quand il négociait avec les Chinois, il n'a pas rendu compte à l'État pour qu'on lui dise que le projet est lourd? Nous préférons le projet chinois parce qu'il prend tout en charge. Il nous reloge. C'est combien de milliards? 250 milliards. Parce que c'était 600, mais avec la fluctuation du dollar, c'est passé à 250. Maintenant, il faut se mettre là à dormir. Dans un an, le dollar peut monter. Le projet va être encore à 600 millions, à 600 milliards. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est qu'on prenne en compte le projet chinois, immédiatement et qu'on engage les travaux. 14 années d'attente, le collectif dit vouloir du concret. Le ministre nous a reçus. Quand il nous a reçus, il a donné 2 instructions. À son directeur de cabinet, il a regardé les yeux dans les yeux, il lui a dit, monsieur le directeur de cabinet, il y a une lettre des Chinois qui est arrivée, appelle-les, réponds, dites-leur de venir, je les prends. Il a dit au directeur général de la SNHLM, vous avez le contact des Chinois, appelez-les, qu'ils viennent me voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des immeubles qui sont soutenus par des étés. Et vous les avez vus à l'époque, vous êtes venus là-bas, vous avez vu les étés. D'après une des membres du collectif, Diène Farba Sarr va envoyer une équipe visiter les lieux. Il a promis de convoquer une réunion entre la tutelle, le ministère des Finances et la SNHLM. Il a également donné des instructions à la DESCOS de déguerpir les mécaniciens et stationnements anarchiques, entre autres. Vous l'annoncez également dans les titres de ce journal. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé se radicalise en 3e plan d'action à partir de ce mardi avec une grève de 72 heures pour exiger du gouvernement le respect des accords signés en traitement équitable de tous les agents de l'État. L'Alliance UTSAS Sud-Etem a fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Grève de 72 heures, boycott des activités de la campagne de distribution des médicaments de masse, poursuite de la rétention des informations sanitaires et sociales. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé durcit le combat. Nous avons, avec ce 3e plan d'action, nous allons débuter ce qu'on appelle la radicalisation de notre lutte. Alors, pour ce qui est de ce plan d'action qui débute aujourd'hui avec le port de brassard rouge et de foulard rouge. Donc nous aurons aussi ce point de presse qui a été donné ce matin. Demain mardi 8, mercredi 9 et vendredi 11 mai, 72 heures de grève seront observées avec le respect des urgences et du service minimum. Système de rémunération équitable, paiement intégral des arriérés de salaire, entre autres, Mbala Diotiam et ses camarades rappellent. Et pour ces montants, donc tout le monde le sait, il y a eu des engagements qui avaient été pris. Les derniers remontent au 10 avril par M. le Premier ministre, relayé par son porte-parole, M. Seydou Gueye. Et jusqu'ici, l'ombre d'un virement n'a pas été effectué au profit de ces personnels qui sont en train de trimer dur en pleine campagne. Le remboursement donc intégral de ces arriérés de salaire. Donc on parle bien d'arriérés de salaire. Il s'agit aussi, entre autres, des 100 millions qui sont destinés au personnel municipal à la retraite. Jusqu'ici, l'Alliance UTSAS Sud-Etem respecte le service minimum. Si solution n'est pas vite trouvée, ces travailleurs menacent de tout boycotter. Célébration de la journée mondiale de l'asthme. Le thème cette année, une maladie à prendre au sérieux. Le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Association nationale de soutien aux asthmatiques, compte renforcer les campagnes d'information pour prévenir les crises. Écoutons à ce propos les explications du professeur Nafissatou Omar Touré, chef service pneumologie de l'hôpital Fann, des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye. Il est extrêmement important qu'on communique autour de cette maladie pour qu'on essaie de voir quelles sont les meilleures mesures à prendre pour essayer de prévenir les crises
et essayer d'avoir une qualité de vie pour ces patients. Parce qu'un malade asthmatique, il est asthmatique à vie. Mais ce qui pose le plus de problème, c'est la crise d'asthme. Et la crise d'asthme, c'est une urgence et il faut une prise en charge. La prise en charge va démarrer au lieu où a démarré la crise, avant que le patient n'arrive à l'hôpital. Et les médicaments les plus importants, c'est la pompe. Et c'est la pompe qui permet de lever ces crises d'asthme et d'ouvrir les voies respiratoires pour pouvoir sauver le patient. Le ministre de la Santé promet d'apporter des solutions aux problèmes de l'hôpital régional de Kaolack, notamment le déficit du personnel. C'était lors de l'inauguration des nouveaux locaux du service d'accueil des urgences. Nous écoutons Abdoulaye Diouf Sarr au micro d'Ibrahima Diamé. Kaolack occupe une place très importante dans le dispositif sanitaire de notre pays. Et l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse constitue une structure de référence de dimension sous-régionale, vous l'avez dit, de par ses fréquentations par des malades venant d'autres régions, mais aussi des pays limitrophes. Nous avons bien entendu votre doléance concernant le relèvement du niveau de l'hôpital. Cet hôpital est très sollicité, avec les nombreux cas d'accidents qui surviennent sur l'axe routier fortement fréquenté par les véhicules de transport de personnes et de marchandises. La mise en place d'un service d'accueil et d'urgence répondant aux normes est donc une réponse adéquate à la problématique de la gestion des urgences dans la zone centre et à une des directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je voudrais à nouveau, je dis bien à nouveau, féliciter la direction de l'hôpital pour avoir répondu à cette exigence. Pour en finir avec le volet santé, la chaîne de l'espoir et de service de la chirurgie pédiatrique œuvre pour un renforcement de capacité des chirurgiens, médecins et étudiants ouest-africains. C'était lors d'un séminaire d'enseignement avec pour thème la traumatologie plutôt osseuse et viscérale. Plus de détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Pape Sangone Baye. Une rencontre, plusieurs chirurgiens et spécialistes, un programme d'appui et d'enseignement pour un renforcement de capacité. Au finish, 60 médecins étudiants vont être formés à la chirurgie pédiatrique. Ce séminaire avait une importance capitale dans la mesure où il permet de regrouper un certain nombre d'étudiants qui sont en spécialité de chirurgie pédiatrique et qui vont bénéficier d'un enseignement théorique et pratique dispensé par des spécialistes de renom venant de la France et de la Belgique. Les régions aussi ciblées, plus de chirurgiens pour une efficience du secteur. Au Sénégal, nous sommes seulement 15 chirurgiens pédiatres à exercer et les 10 chirurgiens pédiatres sont à Dakar. Donc le maillage du territoire n'est pas encore complètement fait. Nous y attelons par l'intermédiaire de notre diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique et nous pensons que d'ici 5 ans, tout le pays va être pourvu en chirurgien pédiatre. Une formation au-delà du Sénégal avec la chaîne de l'espoir. Le prochain séminaire sera au Burkina Faso. Donc vous faites le tour de l'Afrique? Je fais le tour de l'Afrique. C'est-à-dire que dans chaque fois nous changeons de lieu car je ne veux pas qu'on dise le seul centre de formation, c'est Dakar, qui est un centre de formation. Je veux qu'on puisse dire qu'au Bénin, au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, il y a aussi une possibilité de formation des chirurgiens pédiatres. Pour la deuxième fois consécutive, le séminaire de formation se tient au Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer du 7 au 14 mai. Nous ouvrons à présent le chapitre politique de cette édition. Le pays est en péril et se trouve dans une situation difficile. C'est du moins l'avis d'Ibrahima Amidou Dème, ancien magistrat. Il a lancé son mouvement politique dénommé Ensemble. C'était au stade Maniang Soumaré de Rufisque. Cheikh Anta Diop pour plus de détails.
Ce mouvement politique que nous avons mis en place se veut pour lutter contre les injustices. Ce n'est ni un combat d'Ibrahima Dem, ni de la magistrature, mais un combat de tout un peuple. Les jeunes, les femmes sont concernés, qui se tiennent prêts parce que le combat a commencé. Je l'ai lancé ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Stade Maniang Soumaré de Thiès plutôt. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, ne sera pas de ceux qui participeront aux consultations souhaitées par le chef de l'État sur la gestion des ressources naturelles. Une déclaration faite à Ziguinchor qui n'est pas du goût de Doudou Ka, responsable de l'APR de la région. Boubacar Diassi, Lamine Magnan pour les détails. Ousmane Sonko promet de ne pas répondre à l'appel au dialogue autour des ressources naturelles du pays lancé par le chef de l'État Macky Sall. Le président du parti PASTEF explique les raisons de son refus. Personnellement, je ne répondrai pas à cet appel de Macky Sall. C'est un appel qui vient trop tard. Vous avez tous vu les péripéties de nos accrochages avec le régime de Macky Sall. C'est vrai autour de beaucoup de questions parce que nous ne partageons pas sa vision, nous ne partageons pas sa gouvernance qui n'est ni sobre ni vertueuse et qui n'est pas éclairée surtout. Nous ne partageons pas la même vision du Sénégal. Donc il y a eu plusieurs facteurs d'accrochage, mais vous savez bien que la question de la gestion des ressources naturelles a été au centre évidemment de cet antagonisme entre nous et le régime du président Macky Sall, au point de nous avoir valu d'ailleurs une radiation de la fonction publique. Cette position d'Ousmane Sonko n'est pas appréciée par l'administrateur général du FONGIP. Il doit avoir appris la méthode des terroristes, parce qu'il fait du terrorisme politique. Sa méthodologie, c'est la méthodologie utilisée par les islamistes dans des régions pour accaparer le pouvoir. Mais il l'utilise de telle belle manière qu'il est écouté de partout. Mais le moment viendra où il fera face à des Sénégalais qui ne sont pas des bénis oui-oui, qui vont lui dire que l'État c'est de la responsabilité. C'est une simple coïncidence de calendrier qui fait que Doudou Ka et Ousmane Sonko se rencontrent à Ziguinchor et organisent un point de presse, chacun de son côté. Le secrétariat national, exécutif national de l'APR n'a jamais tenu une réunion pour statuer sur le cas Alioune Badara Cissé. C'est ce qu'a fait savoir Maël Thiam, l'administrateur de l'APR, qualifie les cas de frustration notés par certains de ses camarades comme l'expression d'une préoccupation pour un résultat positif. Je propose d'écouter. Il est interrogé par Al-Hassan Ba et Yafaraba. D'abord, je tiens à dire qu'il n'a jamais été question à quelques séances du secrétariat exécutif national du traitement des propos d'Alioune Badara Cissé. J'étais surpris et très étonné quand je l'ai lu à la presse. Nous n'avons jamais, à l'occasion d'une réunion du parti, en tout cas, statué sur les propos de qui que ce soit. Mais le communiqué est signé. Je ne pense pas que le communiqué soit signé du SEN. Je pense que ce sont des camarades qui s'expriment les uns aux autres par la presse interposée, ce qui d'ailleurs n'est pas le plus souhaitable. Je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Et je respecte ces camarades qui ont le courage d'exprimer ce qu'ils pensent. Pour moi, je vois ça comme, encore une fois, une preuve d'engagement et une préoccupation, n'est-ce pas, quant aux résultats et quant à la réussite du président Macky Sall. Tout va bien. Écoutez, nous sommes un parti politique qui regroupe des hommes qui ont des origines différentes, qui ont un cursus académique différent, une éducation différente.
des visions politiques parfois différentes également. Je pense que c'est un peu de l'utopie que de penser que tout le monde va aller dans le même sens. 4 Sénégalais de l'extérieur tués en une semaine. La plateforme de l'opposition sénégalaise de Paris a pointé du doigt l'État sénégalais de négligence de ses expatriés. Dans ce même sillage, les membres de cette plateforme veulent que les 5000 cartes d'électeurs restantes soient distribuées. Ils vont aussi saisir l'Union européenne sur ce qu'ils considèrent comme des dérives du régime de Macky Sall. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Kamara. La plateforme de l'opposition sénégalaise à Paris a dénoncé la gestion des Sénégalais de l'extérieur relative aux meurtres commis sur ces derniers il y a quelques jours. L'organisation des Sénégalais de l'extérieur est à revoir. Nous ne demandons pas au gouvernement, chaque fois qu'un Sénégalais décède ou bien est tué, de nous envoyer un responsable pour Djalénou, ou bien de nous envoyer son ministre, ou bien de se déplacer lui-même. Ça, c'est des actions politiciennes. Pour sécuriser effectivement les Sénégalais de l'extérieur dans les pays d'accueil, il faut une autre organisation. Aujourd'hui, le ministère des Sénégalais de l'extérieur, c'est un ministère qui ne comprend pas dans les conditions dans lesquelles on vit, qui n'est pas capable de se projeter. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de nous compter. Ils ne sont pas capables de savoir combien on est. Quand on veut mener une politique envers ses concitoyens, on doit savoir combien ils sont. Ça, c'est la première chose. À la veille des dernières élections législatives, 24 000 personnes n'avaient pas reçu leur carte d'électeur, selon Boubacar Benjeloun, membre de la société civile. N'oubliez pas, on a été aux élections avec 24 000 personnes qui n'avaient pas leur carte. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 5 000. Donc, ces nouvelles personnes, il va falloir qu'on se batte, parce que ce n'est pas parce que tu es inscrit que tu vas avoir ta carte. On nous a fait ce coup-là en 2017, on ne va pas nous le refaire en 2019. La plateforme de l'opposition compte mener leur combat auprès de l'Union européenne. C'est simplement leur faire part de la situation politique au Sénégal. Et ce sera pareil pour le Parlement européen. On le sait, je le répète, ce n'est pas le Parlement européen qui viendra régler nos problèmes. Donc c'est une façon de nous battre, de montrer, d'attirer l'attention de l'opinion internationale de ce qui est en train de se passer au Sénégal. Sécuriser le vote des Sénégalais de l'extérieur en vue des prochaines élections et s'unir autour de l'essentiel constitue un sacerdoce pour cette organisation de l'opposition sénégalaise, dite plateforme de Paris. L'interrogatoire de l'imam Aliou Ndao, ouvert ce jeudi, s'est poursuivi ce lundi. Il a été question d'un plan de développement local que l'imam avait conçu pour permettre une autonomie financière populaire. Les avocats de la défense sont revenus sur l'argent remis à l'imam Aliou Ndao par Ibrahima Diallo et les armes retrouvées chez lui lors de la perquisition. Les détails avec Aminata Baresso. C'est à la suite d'une question du procureur de la République que l'accusé imam Aliou Ndao a confirmé avoir conçu avec d'autres personnes un plan de développement local. L'imam indique que ce projet était mis en place pour permettre à la population d'avoir une autonomie financière populaire. Ce projet de développement articulé autour de 5 points avait entre autres objectifs la formation des jeunes en matière de sécurité, la création d'un réseau financier entre autres. En réplique aux propos de l'imam Aliou Ndao, le procureur a demandé est-ce que ce projet de développement local n'avait pas d'autres soubassements, comme par exemple le renversement du pouvoir pour l'instauration d'une république islamique, ce que l'accusé a réfuté. Imam Aliou Ndao indique que le fait de concevoir un plan de développement local n'avait rien à voir avec le fait de vouloir déstabiliser une république. Il indique toujours que ce plan était mis en place pour alléger certains frais liés aux prêts bancaires. D'autres questions relatives essentiellement aux armes retrouvées chez Imam Ndao au cours de la perquisition ont été posées, mais cette fois-ci par les avocats de la défense. Et à ce propos, Imam maintient sa déclaration face au juge. Il indique détenir une seule arme, c'est-à-dire un pistolet artisanal. Par contre, il indique par ailleurs que les 8 cartouches mises sous scellé et mises à la disposition des juges étaient plutôt destinées à une autre arme qui ne fonctionnait plus. Une autre question de Maître Massorne Kane relative à l'argent retrouvé chez Imam au cours de la perquisition. Il indique à cet effet que les gendarmes ont retrouvé une somme de 28 000 francs CFA dans son domicile.
La question du téléphone satellitaire a été également évoquée au cours de la journée. Imam Aliou Ndao dit disposer de 2 téléphones portables. L'un, il avait acheté à 15 000 francs CFA. L'autre, c'est un ami qui lui avait donné comme cadeau. Ainsi, l'interrogatoire de l'imam Aliou Ndao semble finir cet après-midi. Place au témoin. Merci. Le Sénégal a fait d'importants progrès plutôt dans le secteur du numérique. C'est du moins l'avis d'Abdoul Karim Sall, le directeur général de l'ARTP à l'occasion du sommet africain de l'Internet, soutient que l'objectif est de permettre l'accès à l'Internet pour tous et à moindre coût. Compte rendu signé Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye. Au Sénégal, des mesures sont prises pour l'accès à l'Internet. Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP, est revenu sur l'importance de ce moyen de communication. Avec la fin de la disponibilité de l'adressage IP, de l'adresse IPv4, il serait important, si on veut continuer à développer l'Internet, de passer à la version V6. Qui est notre pays est en train de s'inscrire de manière irréversible à la marche vers l'émergence. Vous savez, on ne peut pas développer ce pays si on ne développe pas les technologies de l'information et de la communication. Déjà, 3 opérateurs ont la licence pour la vulgarisation de l'Internet. Toutefois, cela permettra de réduire les tarifs. Le président de la République a donné des indications très précises pour qu'on aille vers la diminution, vers la baisse du coût de l'Internet au Sénégal. L'arrivée des fournisseurs d'accès à Internet qui viendront compétir avec les opérateurs traditionnels que sont Sonatel, Tigo et Expresso permettra de manière naturelle de tirer les tarifs vers le bas. Nous avons mis en place un observatoire pour des tarifs. Le Sénégal a toujours soutenu le développement de l'Internet. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, ce dernier invite les acteurs à renforcer leurs capacités dans le domaine du numérique. Le DG de la RTP annonce l'accès à l'Internet pour tous sous peu. Désormais, le 5 mai de chaque année sera célébré Takousanou Serigne Touba à la Médina, une occasion pour la mairie de rebaptiser le centre de santé PMI au nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Plus de détails dans cet élément signé Pape Faraning et Mardien. La Médina au rythme des Khassaïd et récital du Saint-Coran. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à l'honneur. Désormais, ce 5 mai est retenu pour célébrer chaque année Takousanou Serigne Touba. Aujourd'hui, nous célébrons la journée du Kourel Abdoulahi wa Khadim Rassoul, qui regroupe l'ensemble des associations et daïra mourides de la Médina, de Centenaire Gibraltar, de Gueule Tapée et de toute la périphérie de Dakar. Nous organisons cette journée par rapport à une vision. Dans sa dynamique de changer les noms des colons, le maire de la Médina baptise le centre PMU, porte maintenant le nom de Cheikhoul Khadim. Aujourd'hui, on est venu célébrer le centre de santé de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'on avait voulu à la rue 25 quelque chose qui porte le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'en allant, n'est-ce pas, faire son devoir à la mer, il est passé à la rue 25 Kergoumalo. Aujourd'hui, ça tombe aussi avec l'occasion que les daïra mourides de la Médina se sont constitués et regroupés en Abdallah wa Khadim Rassoul. Donc, raison pour laquelle on profite de l'occasion pour baptiser ce centre social au nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, nous allons faire de notre maximum avec les talibés mourides de la Médina, avec l'appui aussi de bonne volonté, faire de ce centre un centre de référence. Et bientôt que Serigne Touba dans la localité pour enseigner les œuvres de Serigne Touba dans un monde à perte de valeur. Et je pense que quand nous serons dedans, je leur ferai parvenir cette délibération qui nous autorise désormais à avoir une maison Cheikh Ahmadou Bamba à Gibraltar. Il a pris la décision de nous octroyer un terrain à la Médina pour mettre à jour notre vision qui est de faire un Kër Serigne Touba où on va y mettre une éducation religieuse, les enseignements de Cheikhoul Khadim,
pour que dans un monde de perte de valeur, nos enfants ne seront pas à perdition et que nos enfants seront au cœur de l'enseignement de Cheikhoul Khadim Serigne Touba. Après les prières, un vernissage a été organisé sur les œuvres du fondateur du mouridisme, Khadim Rassoul. La page internationale de cette édition qui nous mène au Bénin, au Mali, au Liban. Mais d'abord l'affaire de l'industriel français Vincent Bolloré, mis en examen par la justice française pour corruption présumée dans la concession de certains terminaux à conteneurs en Afrique. Un récit signé Daniel Diouf. C'est d'abord le président guinéen Alpha Condé qui annonce une plainte devant la justice française pour les allégations de corruption dans l'enquête sur les activités en Afrique du groupe Bolloré, si l'on en croit le monde.fr. Le Togo aussi s'est dit prêt à fournir des informations à la justice française. Vincent Bolloré a été mis en examen fin avril au terme de près de 2 jours de garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption. Les juges français s'intéressent en particulier aux conditions de reprise par le groupe Bolloré du terminal à conteneurs du port de Conakry en Guinée et de la gestion d'un terminal à conteneurs au port de Lomé. Et puis, en grève depuis le 26 février pour protester contre des défalcations, les magistrats du Bénin ont suspendu leur mouvement et repris leur activité ce lundi. Les tribunaux étaient fermés pour lutter contre ces retenues sur Les tribunaux étaient fermés pour lutter contre ces retenues sur salaire opérées par le gouvernement après des grèves antérieures. Les magistrats espèrent que le gouvernement sera sensible à cet effort et entendra leurs demandes. Au Mali, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a investi dimanche candidat à la présidentielle du 29 juillet prochain. Il est à la tête d'une coalition de près de 70 partis. Une cérémonie d'investiture sera organisée à une date non précisée. Le président sortant, âgé de 73 ans, qui avait été élu en 2013 pour 5 ans, n'était pas présent à cette réunion tenue devant 3000 personnes. Lors d'une rencontre samedi avec sa coalition, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, avait affiché sa disponibilité. Nous sommes prêts à resservir ce pays de toutes nos forces, avait-il déclaré. Enfin, le Hezbollah chiite et ses alliés auraient remporté un peu plus de la moitié des sièges au Parlement libanais lors des élections législatives de dimanche, selon les résultats préliminaires annoncés par la presse. Dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a salué une victoire politique et morale de la résistance. Quant au Premier ministre Saad Hariri, il annonce, selon ses propres termes, de lourdes pertes pour son parti. Merci à vous Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.